Vous êtes en direct sur Afrique Média Télévision Géoéconomique, votre programme purement et simplement économique qui vous permet, monsieur, le temps d'une édition, d'apprécier les contours des questions d'enjeux liés à l'économie sur le continent africain. S'il y a donc un élément, j'ai envie de dire, un dénominateur commun entre la première et la seconde thématique, c'est, j'ai envie de dire et de croire, la question d'industrialisation qui s'impose donc comme étant le leitmotiv pour le développement économique de nos États africains. Et puis, on parle donc de ce gaz et pétrole qui qui sont de plus en plus rares et bien pour cause depuis donc le début de l'opération militaire de la Russie du côté de l'Ukraine. Et bien plusieurs pays africains ont vu le prix du pétrole doubler, voire même tripler. Pourtant, ce sont des pays qui disposent en quantité suffisamment abondante donc dans leur sol et même dans leur sous-sol. Mais la question de la transformation de ce pétrole reste et demeure d'actualité plusieurs années après. Eh bien, cette question reste à l'ordre du jour. Seulement très récemment, sinon il y a cela quelques jours, plusieurs pays africains, le Cameroun d'ailleurs, professeur Nicolas Akbou en a fait évocation tout à l'heure, le Congo-Brazzaville de M. Benoît Kouké Béné, bien d'autres pays africains pensent donc qu'il est temps de pouvoir mettre en place les raffineries qui vont permettre à ces pays d'atteindre un triple objectif, améliorer donc les recettes budgétaires, alléger le coût des dépenses énergétiques, mais surtout sécuriser l'approvisionnement en hydrocarbures. Un fait d'actualité qui intervient au moment où la Russie vient donc définitivement de fermer ses vannes via son distributeur Gazprom à certains pays européens, singulièrement la France. Est-ce que le continent africain, pris de manière individuelle ou alors globale, peut, on va dire, profiter de ce fait d'actualité? Si oui, comment? Des questions que nous allons tenter de répondre le temps de cette édition avec vous, monsieur Benoît Kouké Béné. Je voudrais, avant peut-être de comprendre à votre niveau pourquoi est-ce que les pays producteurs du pétrole sur le continent africain ont décidé de ressortir ces projets de mise en place des raffineries, vous demander, afin de nous permettre de comprendre comment est-ce que, eh bien, monsieur Benoît Kouké Béné, des années après des indépendances, l'on n'arrive pas sur le continent africain à avoir des véritables raffineries. C'est quoi le problème? Le problème, c'est toujours la même chose, c'est de la volonté politique. Parce qu'on attend que ce genre de décision vienne de l'extérieur. Parce que nous-mêmes, nous ne voulons même pas réfléchir à des choses de cette nature. Mais en même temps, j'ai entendu, par exemple, au niveau de mon pays, on parle de la construction de méga raffineries, alors qu'on ne sait même pas gérer la petite raffinerie qui est là, qui fait 1 million de barils. C'est quelque chose de surprenant. Et on nous dit même, et là je crois que le professeur, ça va l'intéresser, on nous dit même que si on n'a plus d'essence au Congo, à Brazzaville, c'est à cause de la guerre de l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine. C'est pas possible. Nous avons une raffinerie. Nous avons du pétrole brut à disposition. Mais qu'est-ce que la guerre en Ukraine fait pour nous empêcher d'avoir de l'essence, ou du gasoil, ou même des gaz? Donc, on est toujours dans la même chose, comme disait le professeur. Mais qui sont, comment des chefs des pays de ce genre, de ce pays, qu'est-ce qu'ils pensent à quoi au fond? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ils pensent. Parce que, effectivement, si les gens se réveillent maintenant pour comprendre qu'il faut des raffineries, moi je dis, mais c'est une bonne chose. Il vaut mieux tard que jamais. Mais attention, c'est pas tout que de construire la raffinerie. Il faut avoir le produit avec. Parce que si vous n'avez pas accès au brut, comme le Congo l'était pendant des décennies, et qu'est-ce que vous allez faire? C'est trop compliqué. Vous n'allez pas importer, n'est-ce pas, le brut de l'étranger. C'est compliqué, ça. L'idée est bonne. Des pays qui produisent devaient se munir de raffineries. Et j'avais même proposé, je dois vous le dire en ce qui me concerne, je ne me jette pas des fleurs. J'avais même proposé, puisque le Congo, la ville de Pointe-Noire,
n'est-ce pas? C'est une zone en eau profonde. Donc, à partir de ce moment, je proposais que l'Angola, le pays voisin, le Gabon, d'abord, au départ, le Gabon et le Congo devaient faire une seule raffinerie, mais toujours les problèmes politiques pour diviser, n'est-ce pas? Le Gabon a fait sa raffinerie et le Congo a fait sa raffinerie. Ça, toujours, c'est des idées qui viennent de loin pour nous diviser. Mais j'avais proposé que l'Angola, qui produit énormément de brut, ils n'ont pas de zone, je veux dire, actuellement, en eau profonde pour faire ce genre d'opération. Et on pouvait faire une raffinerie ensemble, agrandir la raffinerie de Pointe-Noire. C'est des choses comme ça qu'on peut faire, comme dit le professeur. Mais c'est en nous unissant tout le temps que nous allons vaincre. N'est-ce pas ce qu'ils appellent la malchance, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais ça, c'est de la volonté. Voyez-vous? Alors là, on n'arrive pas à une petite raffinerie, on nous dit on va faire une méga raffinerie. Je ne sais pas comment. Et puis en termes d'énergie, je voulais aussi vous dire, tous ceux qui sont proches des zones où on produit le pétrole, ils ont toujours vu qu'il y avait des flammes. Les gens brûlent le gaz. Voilà des pays qui manquent d'électricité, des pays qui manquent d'énergie, on brûle le gaz. Mais ce gaz-là peut être récupéré. Avec ce gaz-là, on peut faire de l'électricité. Et moi, dans la loi minière que j'ai eu à faire, les sociétés n'ont pas le droit de brûler le gaz à la torche, comme on le dit, sans l'avis du gouvernement congolais. Parce que on nous parle même aujourd'hui des problèmes de la désertion. Enfin, les Verts, comme on le dit, les Verts qui parlent tous les jours, oui, ceci, cela, tout cela. Mais moi, j'étais presque un Vert avant l'âge. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui existent. Il y en a d'autres que je ne peux pas citer ici. Alors, on est en train de chercher, on veut absolument faire des barrages hydroélectriques. Oui, d'accord, mais les barrages hydroélectriques ont aussi des conséquences sur les populations. Surtout quand on fait des gros barrages, ben, il va y avoir des inondations partout. Donc, il faut qu'on sache quelle énergie pour nous, pour, n'est-ce pas, faire fonctionner, n'est-ce pas, nos pays. Donc, moi, je suis pour qu'on comprenne qu'il faut s'unir. J'étais, à l'époque, quand on était dans ce qu'on appelle l'association de producteurs de pétrole africain, au cours d'une réunion que nous avons tenue de l'APA, j'ai fait venir mes camarades du Cameroun, mes camarades de l'Angola, les camarades d'autres pays producteurs de pétrole. J'ai fait remarquer, mais comment est-ce possible? Même le carburant que nous devons acheter, ce sont des sociétés étrangères qui viennent nous fournir ça. Moi, je dis, mais nous sommes des ingénieurs. Pourquoi nous ne pouvons pas faire notre propre société, aller sur le marché international, aller prendre l'essence, le gaz, le gasoil, et puis distribuer, vendre à nos pays? Pourquoi c'est des sociétés, et quand vous voyez ces sociétés qui font là, c'est des petites sociétés, mais c'est eux qui nous prennent tout l'argent. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, il faut que nous réfléchissions, comme dit le professeur, mais nous devons aussi faire par nous-mêmes certaines choses. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut le faire. Voyez-vous? Et mes amis du Cameroun et les autres pourront toujours vous le dire, ils sont là, peut-être souhaiter m'entendre, pour vous dire que c'est une proposition, je les ai amenés chez moi. Nous avons discuté, je dis, nous allons faire, malheureusement, vous savez ce qui s'est passé dans mon pays, bon, on a tout détruit, bon, nous sommes en exil, on est un peu partout, et c'est triste. Alors, donc, cette histoire de raffinerie, bon, pourquoi pas? Mais je dis toujours, si vous n'avez pas accès à votre propre pétrole brut, vous aurez du mal. Vous allez voir que cette raffinerie, ce sont les étrangers qui vont la gérer. Ce n'est pas les gens nationaux. Donc, vous allez encore perdre de l'argent et vous allez perdre l'emploi parce que c'est d'autres personnes qui vont occuper ce poste. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même des cadres qui peuvent faire ce travail. Ils existent. Ils existent. Donc, c'est à nous de savoir ce que nous voulons, effectivement. L'énergie, comme dit le professeur, mais l'énergie, nous avons des moyens de faire l'énergie.
Et encore faut-il que les gens y réfléchissent. Sinon, comment voulez-vous qu'on fasse? Vous avez votre propre gaz qui est là, on le brûle. Mais on peut même faire, n'est-ce pas, en matière agricole, les produits pétroliers, des produits pétroliers avec lesquels le gaz, tout cela, on peut faire, n'est-ce pas, des produits pour l'agriculture. Ça existe. C'est pour les pays qui produisent. Nous avons un pays, un grand pays, le Nigeria, qui est le premier producteur, n'est-ce pas, en Afrique noire. Avec le Nigeria, avec la volonté de tout le monde. Mais le Nigeria peut être même un moteur de tout ça. Or, ça, nous n'arrivons pas à le faire. On nous enferme dans des querelles parfois qui ne se justifient pas. Le professeur a parlé du franc CFA. Regardez la bagarre qu'il y a eu, même pour l'histoire de faire une monnaie. Ne serait-ce que même l'ancienne monnaie. On se bat sur le nom, on se bat sur le nom. Mais franchement, est-ce que c'est ça le problème? Le problème, c'est la monnaie. Est-ce que vous voulez faire une monnaie ou pas? C'est ça le problème. Parce qu'il y en a qui tirent les ficelles. Mais ceux qui tirent les ficelles, ils sont pas là, ils sont loin. Ils sont loin. Donc moi, que les gens fassent les raffineries, je suis d'accord. Parce que, d'ailleurs, même dans les statuts de l'APA, l'Association de producteurs de pétrole africain, on avait même prévu pour des pays enclavés. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas l'accès à la mer, pays africains. Pour ces pays enclavés, on prend une disposition pour qu'ils puissent avoir facilement les produits pétroliers. C'est prévu dans le statut de l'APA. Donc, il y a des choses comme ça qu'on doit pouvoir faire, mais pourquoi on ne le fait pas? Alors là, c'est ça le mystère. Le mystère, c'est que je viens de le dire, tant que les dirigeants à la tête de nos pays travaillent pour les autres, eh bien, nous ne nous en sortirons pas. Et je ne veux pas citer de nom, mais tout le monde sait ce qui se passe en Afrique noire francophone notamment. Tout le monde le sait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Qu'ils fassent les raffineries, moi je ne suis pas opposé. Je pense à ceux qui produisent le pétrole. Non seulement qu'ils produisent le pétrole, mais qu'ils aient accès à leur pétrole. Parce qu'on peut produire le pétrole sans être accès au pétrole. Le Congo a été comme ça pendant des années. C'est peut-être là où il y a, c'est justement là où il y a nuance, Monsieur le ministre Benoît Coquebeni, parce que le continent africain en produit beaucoup, mais en transforme littéralement peu. Mais avant peut-être que d'y arriver sur la question de fond de qui transforme et à quel taux cela doit peut-être, à quelle quantité cela doit nous revenir, Monsieur le ministre, il y a que pour permettre, du moins, à pérenniser cet idéal qui a voulu que jusqu'ici l'Afrique n'ait pas des raffineries fortes. L'on nous a fait comprendre, quand je dis nous, je parle à nos États, à nos gouvernants, vous y compris, puisque vous avez dirigé en tout cas le ministère des hydrocarbures au Congo à une période bien précise, que la mise en place de ces industriels, de ces raffineries demandait des sommes assez colossales et aussi des questions d'insécurité. Le cas du Cameroun, on en évoquera certainement dans le cadre de cette émission. La raffinerie, du moins une partie de la raffinerie qui est partie en fumée. Il faut des assurances qui soient capables peut-être de venir au secours si jamais il y a des incendies qui ravagent ces installations-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce même discours n'a plus droit de citer? Pourquoi est-ce que l'on ne tente plus considérer cela, si tant est vrai que par le passé, l'on s'est servi de cela pour demander aux pays africains, sinon de mentir aux États africains, de refuser de mettre en place des raffineries fortes? On est au même point. Je vous donne l'exemple du Congo et du Gabon. À la réunion des États de l'Afrique, l'Afrique centrale, on s'était réparti de rôles. Le Congo et le Gabon, comme ils produisent le pétrole, ils ont la raffinerie. Des pays comme le Tchad, là-bas, ils font de l'élevage, comme ça. Donc, eux, ils font ceci. Ainsi de suite, ça a été fait comme ça. Mais comme par hasard, les deux pays voisins, c'est le même peuple, le Congo et le Gabon, on trouve moyen de faire deux raffineries. Ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Une seule raffinerie aurait suffi. Le vrai problème, dans la gestion de la raffinerie, on doit avoir
n'est-ce pas, des Congolais, on doit avoir des Gabonais. Ça pouvait suffire. Mais ça, c'est toujours pour nous diviser. Et nous, pour avoir la raffinerie, il a fallu, n'est-ce pas, je ne dis pas bomber des muscles. Il faut quand même reconnaître que le président de l'époque qui a fait ça, c'est le président Marien Ngouabi, qui s'est battu. Et tout ça sur les conseils, n'est-ce pas, de l'Algérie, hein, pour forcer à créer la raffinerie. La raffinerie, comme vous le dites, ça coûte très cher pour faire une raffinerie. Encore plus cher pour la faire tourner. Et les problèmes de sécurité, comme vous venez de le dire, les problèmes de sécurité, c'est très important. Si on est dans un système politique où il n'y a pas de sanctions, où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, quelqu'un peut brûler, on ne lui dit rien, quelqu'un peut tuer, on ne lui dit rien. Mais là, les problèmes de sécurité se posent. Parce que dans une raffinerie, il faut être vigilant sur la sécurité. Parce que c'est une bombe qui est là. C'est une bombe. Il faut bien gérer ça. Donc, les problèmes de sécurité, ceux qui veulent faire des raffineries, ils doivent se rendre compte que ça coûte cher et qu'il faut le problème de sécurité, ils doivent prendre ça vraiment. Parce que, comme disait le professeur, parce qu'il faut assurer ces installations. Mais nous, on n'a pas d'assurance, une fois de plus. On n'a rien. Donc, on sera obligé toujours de se référer, n'est-ce pas, aux pays occidentaux. Mais vous savez ce qui se passe, même entre eux-mêmes ici. Quand il y a même des incendies de maisons, de trucs comme ça, là. Les assureurs qui vous ont pris beaucoup d'argent, au moment maintenant de régler le problème, ah non, ce n'est pas nous, on ne sait pas qui c'est qui a fait ça. Donc, on va vous faire traîner cette histoire-là pendant des années. Et vous, pendant ce temps, votre raffinerie est déjà détruite et vous allez crever parce que les assurances, comme c'est des assurances extérieures, ils ne sont pas pressés de venir indemniser alors qu'ils ont encaissé de l'argent. Donc, tout ceci nous ramène à ce que dit le professeur, mais nous devons créer la monnaie, nous devons créer des entreprises, nous devons créer des assureurs, nous devons créer des banques. C'est ceux-là qui vont garantir toutes ces choses. Sinon, comment on fait? Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'il faut faire de la moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça évite d'importer tous les jours des produits finis. Et ça encore pour ceux qui ont la chance d'avoir le pétrole. Mais il y a des pays qui sont enclavés. Il y a des pays qui n'ont pas de pétrole et qui doivent se débrouiller pour importer, n'est-ce pas, les produits finis. Vous imaginez ce que ça coûte? Alors qu'on aurait pu faire l'économie de tout ça là. Voilà, donc, les raffineries, je suis d'accord. Vous avez du pétrole, faites votre raffinerie. Le mieux, pour faire ce qu'on appelle l'économie d'échelle, il vaut mieux des pays qui sont proches. Il vaut me payer une grande raffinerie plutôt que chacun fasse sa petite raffinerie. C'était mon point de vue. C'est tout ce que je voulais dire ainsi. Question de fond, si nous réussissons donc à mettre en place ces petites raffineries, est-ce qu'on pourra réussir à obtenir, M. Benoît Kouké-Béné, on va dire quoi, l'autosuffisance en termes d'exploitation, puisqu'il faille, on a su le professeur Agbo tout à l'heure, parvenir à l'industrialisation, et on pourrait véritablement pas y arriver si jamais on n'est pas capable de produire ce que nous sommes capables de consommer. Tout à l'heure, on verra la corrélation avec Gazprom qui a refusé d'alimenter, on va dire, la France, même si du côté du gouvernement français, on dit uniquement les entreprises vont être paralysées pour ce qui est de la consommation des ménages. Cela semble être visiblement épargné. Mais est-ce que si on y va à pas du moins si on y va lentement, on pourra atteindre l'industrialisation qui est la plaque tournante, effectivement, du décollage économique du continent africain? Vous gardez la parole, je vous en prie, Benoît Kouké-Béné. Oui. Mais l'industrialisation, d'abord, comme on le dit, si vous n'avez pas d'énergie, vous aurez du mal à industrialiser le pays. Donc, il faut l'énergie. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, effectivement, si nos États sont, les chefs qui sont là sont sérieux, si nous arrivons à faire beaucoup de raffineries, non seulement ça soulage nos populations respectives, mais ça soulage surtout, il faut penser à nos pays frères qui n'ont pas de pétrole, les pays frères qui sont enclavés, c'est très compliqué. Ceux qui sont au bord de la mer, c'est facile de faire venir des bateaux, tout ça là. Mais qui mais prenez le cas du Mali. C'est très compliqué pour le Mali. C'est très compliqué pour le Burkina. Voyez-vous? Il y a des pays enclavés. Comment vous pouvez amener les produits jusque là-bas? C'est très difficile. Donc, c'est à nous, Africains, devons aussi penser à ça
Pas seulement pour nous qui avons le pétrole, mais pour ceux qui n'en ont pas. Et c'est ça la solidarité aussi. C'est ce que il faut qu'on soit solidaire. C'est ça aussi qui va nous donner la force. Parce que si les gens se rendent compte que nous sommes solidaires, ils vous manipulent moins. Voilà. Mais si chacun est dans sa petite case, comme ce que je vois maintenant partout là, bon, il y a un coup d'État. Peut-être qu'on est contre les coups d'État, mais quand vous voyez que ce sont les chefs des autres États qui viennent vous sanctionner, et tout ça, c'est très compliqué. Ça veut dire quoi, ça? La démocratie est au-dessus de la vie des gens, est au-dessus de la vie des Maliens qui doivent vivre, continuer de vivre. Tout ça, c'est des problèmes. C'est à nous de gérer ça. Moi, je veux bien la démocratie, mais pas comme ça. Et quand vous savez que dans le même temps, il y a des coups d'État qui se font, on ne dit rien. Quand nous savons que dans le même temps, il y a des chefs d'État qui changent la Constitution pour rester là ad vitam aeternam, ça, on ne dit rien. Et alors, on s'attaque aux Guinéens de Conakry parce qu'ils ont fait le coup d'État. Mais le coup d'État, il y a toujours une raison, que vous le voulez ou non. À tort ou à raison, mais enfin, le coup d'État, il y a des coups d'État qui ont des raisons d'être. Il y a des coups d'État même que des populations soutiennent. Le cas du Mali, on a vu quand même, hein, la population est derrière les patriotes qui ont fait ça. Parce qu'il y a des raisons. Donc moi, je suis pour la solidarité. Je suis pour l'industrialisation, parce que l'industrialisation, non seulement ça nous permet, nous, de gagner de l'argent, mais ça nous permet, n'est-ce pas, de créer de l'emploi. C'est ça qui crée l'emploi. Nous avons les jeunes qui sont au chômage partout. Parce que nous ne créons rien. C'est ça le problème. Parce qu'on ne crée rien. Voyez-vous? Alors, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que nous réfléchissions. Et il y a le problème de créer la monnaie africaine. Moi, je ne suis pas opposé. Ça peut être long, mais c'est une idée qu'il faut maintenir. Mais il y a quelque chose parfois à laquelle les gens ne pensent pas. Regardez tous nos pays. Je parle par exemple de l'Afrique noire francophone. La justice est rendue sur les textes, n'est-ce pas, des Européens. Alors que nos ancêtres pouvaient gérer les problèmes, pouvaient juger les gens, pouvaient amnistier les gens. Mais aujourd'hui, tous, ils sortent, je ne sais pas comment on appelle ce livre-là, des droits-là. C'est avec ce livre-là qu'on juge les gens de chez nous. Nous ne sommes même pas capables, nous-mêmes, de créer nos règles, etc. On ne peut même pas le faire. Ça, c'est quand même étonnant. Voyez-vous? Parce que le jugement qu'on prononce ici sur tel fait, en Europe, ça peut avoir telle incidence, mais en Afrique, ça peut avoir une autre incidence. Et pourquoi nous devons toujours juger par rapport au droit d'ici, le droit de l'Europe? Ça aussi, c'est un problème. On oublie souvent ce genre de choses, mais c'est des choses très importantes. Et je suis content, j'ai appris que il y a certains pays de l'Afrique de l'Est qui commencent à réfléchir sur ce genre de projet. Bien sûr que ça va être long, mais il vaut mieux commencer. Donc, il faut l'industrialisation. Ça, il n'y a rien à faire. Si on ne s'industrialise pas, on ne pourra jamais sortir de la pauvreté, on ne pourra jamais sortir du chômage, on ne pourra jamais. On va continuer à faire des cadeaux aux gens. Mais tous les enfants ont envie de travailler. Ils ne veulent pas rester là, qu'on leur fasse de l'aumône. Ils ont envie de travailler. Il faut créer l'emploi. Mais s'il n'y a pas d'industrie, s'il n'y a rien, comment on va créer? Mais comment vous pouvez imaginer qu'en Afrique, dans beaucoup de nos pays, vous ouvrez un frigo, des pays comme le Congo, il y a tout, il y a l'eau, il y a tout. Quand vous ouvrez le frigo, tous les fruits que vous voyez là-bas, la bouffe qui est là-bas, c'est des trucs importés. Est-ce que c'est normal, ça? C'est pas normal. Alors, quand on dit ça, nous sommes des réactionnaires, nous, on est là, on ne veut pas le pays, on ne veut pas faire, on veut faire des coups d'État, c'est toujours ça. C'est ça le chantage. Quand vous dites des vérités, on dit que vous voulez faire un coup d'État. C'est pas normal. Un pays que vous avez, la terre arabe, le professeur l'a dit, le seul continent, une terre arabe qui est là, disponible, mais c'est chez nous, en Afrique. Donc, on peut produire ce qu'on a à manger. On n'a pas besoin de l'Ukraine pour ça. Il y a des pays comme le Sénégal qui ont commencé à faire à produire des choses. Mais on ne sait pas le faire. On est toujours en train d'aller acheter le pain, on est toujours en train d'aller acheter le riz, on est toujours en train d'acheter le pain. Et on s'étonne quand il y a la crise qu'on souffre. Voilà. Heureusement,
quelque part, parfois la nature nous protège. Hein. Par exemple, l'histoire de Covid, mystérieusement, les pays qui n'ont rien tout cela s'en sont bien sortis, donc les pays africains. Je ne sais pas si c'est la mélanine, je n'en sais rien, comme disait le professeur, mais toujours est-il quand même, c'est presque un petit miracle. Hein. Alors qu'ailleurs, là, les gens meurent, n'est-ce pas, hein, comme ça possible. Donc nous avons, je veux dire, nous avons des atouts. Et ceux qui parlent, d'ailleurs, il y a ceux qui disent vrai, comme nous-mêmes, nous pensons que l'Afrique, nous avons tout, nous sommes à la limite l'avenir du monde. Mais il y en a qui disent cela pour attirer leur population. Il faut se méfier des Africains, donc il faut les taper encore bien plus. Donc nous ne disons pas la même chose. Donc c'est ça. Quand vous voyez, je vous ai parlé de ce qui s'est passé au Rwanda et au Burundi, aujourd'hui les langues se dilient, n'est-ce pas? C'est un coup monté. Parce que, et là c'était la guerre entre les Français et les Américains. Parce que la France commençait à prendre trop de pas dans cette zone-là, eh bien, les autres n'étaient pas d'accord. Hein. On a créé cette situation invraisemblable. Hein. Et voilà, on a détruit tout un pays. La RDC, comment vous pouvez imaginer que ça fait des décennies qu'on envoie des troupes de l'ONU pour essayer de gérer le problème? Rien n'est réglé jusqu'à ce jour. Ça ressemble à Barkhane, ça. Voilà ce que je voulais dire. Kouké Béné, je me retourne à vous, professeur Nicolas Agbou, pour comprendre donc la résurgence de la mise en place aujourd'hui, ou alors de la mise en place, oui j'y arrive, de cette volonté de ressortir donc les projets de raffinerie de la part de plusieurs pays sur le continent africain, le Cameroun, le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud aujourd'hui. Comprenez-vous la volonté, on va dire, peut-être combinée de ces pays de mettre individuellement ces projets des raffineries qui, pour d'aucuns, ont plus ou moins existé et d'autres vont donc connaître une autre dimension aujourd'hui afin on va dire, de capitaliser la production pétrolière sur le continent africain aujourd'hui, professeur. Si je peux ajouter un mot, si vous me permettez. D'accord. Allez-y, en une minute, s'il vous plaît, avant qu'on nous donne la parole au professeur. Juste une minute. Ces projets qui ressortent, il faudrait s'assurer que c'est nos propres dirigeants qui les décident. Mais si c'est des gens de l'extérieur pour dire qu'il faut le faire, c'est eux qui vont avoir le contrôle de la raffinerie, c'est eux qui vont vous imposer des coûts, etc., etc. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Et vous avez lu dans une boule de cristal. Professeur Nicolas Agbou, est-ce que ces projets-là sont, on va dire, le propre ou alors la volonté des États africains, ou alors il y a une manipulation hexagonale, quand on sait quand même que le Fonds monétaire international a émis certaines réserves quant à la volonté de certains États de pouvoir, on va le dire, sponsoriser, passez-moi l'expression, ces coûts élevés du pétrole qu'on a observé sur le continent africain, le cas du Cameroun où l'État central a dû mettre davantage du paquet pour éviter aux consommateurs, en tout cas de ces produits, de ces dérivés-là, de pouvoir subir le poids même à la pompe. Est-ce que c'est donc une volonté qui est beaucoup plus initiée de l'extérieur que de l'intérieur, à votre avis? Votre micro, professeur, activez votre micro, je vous en prie. Professeur. Merci. D'accord. Merci. Voilà. Merci, nous disons et nous répétons. La voie du développement, la vraie voie, c'est la monnaie. Deuxièmement, l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation en produits finis de quoi? Des matières premières qui sont agricoles, minières, minérales et énergétiques. Ici, dans le mot énergétique, prenons simplement le gaz et le pétrole.
le raffinage, les raffineries dont on parle, nous disons c'est un non-développement que d'exporter le pétrole brut. Le pétrole non transformé en Afrique, c'est un non-développement, c'est un refus du développement. Donc, nous disons et nous répétons, jusque-là, ça se fait parce que les dirigeants africains, en tout cas dans l'Afrique francophone, sont placés là sur ordre des pays colonisateurs, notamment de la France. Et ceux-là, ce sont des gens qui doivent exécuter les ordres de Paris. Et ils sont obligés de se faire des alliés objectifs de l'envahisseur, exactement comme à l'époque de l'esclavage. Pendant l'esclavage, ce ne sont pas tous les Européens qui sont venus mettre tous les Africains en esclavage. Non, c'est une petite poignée d'Européens armés jusqu'aux dents qui sont arrivés en Afrique. Et arrivés en Afrique, ils ont eu l'intelligence de se créer des alliés objectifs pour dire que voilà, vous, monsieur Tant, eh bien, tenez ce fusil, voilà des bonbons par-ci par-là, qui est de notre côté et va nous livrer tes frères. Et malheureusement, malgré la résistance, il y a eu des Africains qui ont négativement coopéré avec ces colons et ils ont mis les Africains en esclavage. Et ça a duré des siècles. Ce n'est pas des jours, ce n'est pas seulement des ans, mais des siècles. C'est parce qu'il y a des alliés. C'est ce que je vous ai appelé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la politique du troisième homme. Donc, dans le néo-esclavagisme où nous sommes, ces mêmes Français, pour parler de façon plus précise, ont compris que il faut prendre quelques Africains, les mettre à la tête des pays africains, et ces Africains-là qui dirigent sont du côté de la France. Parce que s'ils ne le font pas, ils perdent leur pouvoir. Sinon, ils perdent la vie elle-même. Donc, nous sommes dans une situation d'insécurité permanente. Nous pouvons passer tout le temps à critiquer nos dirigeants. Moi, je n'ai jamais mangé avec l'un d'entre eux. Mais je peux vous dire, c'est le système. Donc, c'est ce système qu'il faut détruire. Mais comment le détruire? Vous pouvez être le plus courageux du monde. Mais quelqu'un a un fusil et vous n'avez que, qu'on appelle, je ne sais pas, un arc pour vous battre contre lui. Mais vous êtes mort. Le jour que les Africains vont comprendre ça, ils vont comprendre que, en fait, celui qui est en face, l'envahisseur, ne comprend qu'un seul langage, un seul. C'est le langage de la violence. Donc, c'est pourquoi nous répétons qu'aujourd'hui, l'occasion est unique avant que la Russie ne se réconcilie avec les Occidentaux. Il faut faire comme les Maliens. Les Maliens ont eu le courage. Et ils sont là. Si les Africains avaient toutes leurs facultés au grand complet, je dis, mais tous les Africains, ils devaient faire bloc autour du Mali. Et avec le Mali, aller s'entendre avec la Russie pour acheter les armes puissantes pour avoir la vraie sécurité. À partir de la vraie sécurité, ils peuvent maintenant faire les véritables politiques économiques, par exemple dans le cas d'espèces, transformer le pétrole brut en produit fini. Parce que, comme l'a dit le ministre, si vous ne faites pas ça et que vous êtes aux ordres, on va dire, ah, le Congo a une raffinerie, il fait tant. Mais celui qui dirige la raffinerie, tout ça c'est orienté vers l'extérieur. Ce ne sont pas les Congolais qui vont en profiter. Et ainsi de suite. Donc nous disons, les Africains ont besoin d'être libérés.
Et cette libération passe par l'acquisition des armes puissantes qui existent maintenant. Et les vendeurs de ces armes puissantes, ces vendeurs-là sont prêts à nous les donner. Hier, c'était impossible, quel que soit le degré de richesse, parce qu'il ne faut pas armer l'esclave, parce que l'esclave peut se retourner contre son maître. Et comme l'a dit l'autre, celui qui dirige, celui qui va contrôler l'Afrique va contrôler le monde. C'est ça. C'est vous qui le disait ça. Et la Russie a compris ça. La Russie a dit, je ne termine pas un seul coup de fusil contre la France. Mais il suffit simplement que je donne des moyens puissants aux Africains, qu'ils se défendent, et même ils vont chasser ceux qui viennent les envahir. Et c'est là. C'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui. Donc, si vous voulez avoir des vraies raffineries qui favorisent les Africains, il faut libérer d'abord les Africains, tout de suite. Et je dis bien tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut? Il suffit simplement de prendre des décisions politiques. Les décisions politiques pour dire, bon, nous souffrons tous d'un même mal, nous les Africains. Ça fait des siècles que ça dure. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble, prenons des décisions sanitaires. On aura une seule armée. Cette armée-là, continentale, aura même accès à l'arme nucléaire. Si le mot arme nucléaire vous jette, tout ce qu'on appelle les 132 de Matilda, la Russie est prête à nous livrer. Nous sommes encore là en train d'aller regarder ailleurs jusqu'à ce que cette occasion unique passe et que nous ayons nos yeux pour pleurer. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais vous dire, voilà l'argent, voilà la santé. Si on vous dit dans le monde, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Vous avez dit la santé. Parce que entre l'argent et la santé, vous avez dit la santé. Mais je suis désolé pour vous dire, ce qui surpasse l'argent et la santé, c'est la paix. Parce que si vous avez la santé et que vous êtes dans un pays en guerre, on peut vous tuer alors que vous êtes en bonne santé. Si vous avez l'argent, vous êtes multimilliardaire et que vous êtes dans un pays en guerre, on peut vous tuer. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller faire des leçons de morale par-ci par-là. Les pays qui ont connu la guerre, ils savent ce que c'est l'important de la paix. Et c'est ça que nos envahisseurs, ils nous privent de la paix. Voilà pourquoi ils envoient ce qu'ils appellent les terroristes, les djihadistes, tout ça. Si on a l'arme, on a les moyens puissants pour nous défendre, nous aurons la paix. Regardez les 50 États qui sont unis, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Comment? Ils ont fini avec toute leur guerre de sécession. 1 milliard 500 millions, on dit officiellement 1 milliard 200 millions, mais en réalité c'est 1 milliard 500 millions. Personne n'osera attaquer la Chine. Même chose pour l'Inde, 1 milliard 200 millions, personne n'osera attaquer l'Inde parce qu'ils ont la bombe atomique. Nous là, nous les Africains, parce qu'on nous a colonisés, on nous a mis dans la tête que c'est nous ceux qui connaissons Dieu, quoi. Donc on est là en train de prier, 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 alors que Dieu nous a donné les moyens puissants pour nous protéger. Prenons le Congo-Brazzaville, tous les portables par-ci par-là, tout ça, ça vient, le portable, ça vient du Congo-Brazza. Mais regardez dans quel état de misère se trouvent les Aïrois. Nous disons avec fermeté, avec sérieux, l'heure a sonné pour que les Africains se réveillent. Et pour se réveiller, je vous demande pardon, vous les médias. Voilà une occasion unique. Il faut attirer l'attention des dirigeants africains sur la nécessité absolue d'armer puissamment l'Afrique. Question, est-ce que c'est possible? La réponse, c'est oui.
C'est possible pour deux raisons majeures. Parce que nous avons les moyens pour payer la Russie. Quels sont ces moyens? Nous avons l'or. Nous avons le diamant. L'Ouganda peut nous prêter 120 000 tonnes d'or tout de suite. Parce que l'Ouganda a 31 millions de tonnes d'or découverts. Alors qu'on n'a pas payé tout l'Ouganda. Tout de suite. Et on aurait la monnaie la plus puissamment garantie. Parce que les États-Unis, avec leur 200 tonnes d'or. Donc, si la MUA, la monnaie unique africaine, est garantie par 120 000 tonnes d'or, il n'y a pas de débat. Deuxièmement, les Africains disent, nous demandons à être payés dans notre MUA. Ça, jusque-là, quand je le disais, le professeur disait, lui, ça, c'est un rêve. Mais voilà, Vladimir Poutine a dit, il dit, vous avez besoin de mon gaz. Eh bien, payez-moi en roubles. C'est-à-dire dans ma monnaie. Ils sont obligés, parce qu'ils en ont besoin. Ceux qui ont besoin des matières premières de l'Afrique, ils sont obligés de chercher la MUA de l'Afrique, c'est-à-dire la monnaie unique africaine. Les solutions réelles existent. Maintenant, quand nous avons notre monnaie, que nous sommes protégés militairement, nous pouvons mener une véritable politique de transformation de matières premières en produits finis sans être inquiété par qui que ce soit. C'est ce que je voudrais qu'on fasse. Ou du moins, c'est ça qui s'impose comme solution. À savoir, 1. La monnaie unique africaine. 2. L'industrialisation. 3. L'État fédéral africain. Il faut que ça encore, on explique 1000 fois. On dit tous les États restent en place. Le Cameroun reste en place avec son président. Tout ça, il reste en place. Mais on va mutualiser nos efforts. Nous allons mutualiser nos efforts. Donc, on aura la même monnaie, on aura la même armée, on aura la même douane, on aura les mêmes PTT, on aura la même, comment on appelle, politique monétaire. Et on va avoir une vue globale, c'est-à-dire la même avec l'industrialisation à outrance du pays. C'est de là, industrialiser veut dire transformer les matières premières. D'accord. Merci infiniment à vous, professeur Nicolas Gbowou, pour sortir de ce programme, Monsieur le ministre Benoît Kouké-Béné, puisque on a donc cette impression-là que cette dynamique est donc loin d'être souveraine, elle sera pilotée de l'extérieur, me fait savoir qui n'est plus là, et donc on va, Monsieur clore ce programme géoéconomique, édition de ce 30 août 2022. Merci à vous de nous avoir suivis en entier. Professeur Nicolas Agou, économiste, merci infiniment, très cher messieurs, de nous avoir accompagné le temps de cette édition du débat qui se referme, et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour de nouveaux sujets, on va dire, liés à l'économie sur le continent africain. Très bonne soirée à tous et à très bientôt.